qu'Elisabeth Dorf, qui est responsable compétences et talent management à la CNP. Voilà, pour ceux qui auraient oublié, hein, parce qu'elle était là déjà pour faire le commentaire du Roma à la mi-octobre. Et puis Myriam Jory, qui est aussi une habituée du parcours, qui est directrice pédagogique de l'École nationale d'assurance du CNAM. Tout à fait. On a parlé d'un certain nombre de choses, donc Michel nous a résumé, mais c'est vraiment un résumé très concis de toute la richesse de l'étude. Enfin, les participantes qui ont déjà eu la chance de la lire en avant-première confirment. Donc il y a beaucoup de thématiques qui reviennent, et notamment celle du tuteur et de la place déterminante que le tuteur occupe dans les parcours d'apprentissage. Pour autant, avant de rentrer sur cette thématique-là, il faut préciser qu'il y a deux définitions possibles du tuteur. On a à la fois le tuteur ou maître d'apprentissage tel qu'il est défini réglementairement lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et puis là, on emploiera plutôt, dans un terme générique, le tuteur, celui qui accompagne un nouvel entrant qui a à apprendre son métier sur un poste qu'il vient d'intégrer pour devenir suffisamment habile et autonome. Donc, je commence par le premier tuteur, celui de l'alternance, et je me tourne assez naturellement vers Myriam, donc, qui dirige l'École nationale d'assurance. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les missions clés d'un tuteur et quelles sont les occasions de contact qu'il y a entre les tuteurs officiels et puis une école telle que la vôtre? Alors, le tuteur est celui qui organise l'accueil et qui accueille l'apprenant au sein d'un service, qui organise également le service pour accueillir l'apprenant. C'est celui qui va être responsable de la transmission des savoirs professionnels au sein de l'entreprise. C'est celui qui va aussi s'assurer que l'apprenant apprend, monte en compétences, et qui va l'accompagner dans ses difficultés. Donc ce point est important puisque l'apprenant est là pour apprendre et donc il fera face à des difficultés. Le tuteur est aussi celui qui va faire le lien entre les apprentissages en entreprise et les apprentissages à l'école et qui va, à plusieurs moments de l'année, faire un point avec l'apprenant pour justement lui expliquer quel est le lien entre la formation qu'il suit à l'école et les savoirs professionnels qu'il intègre en entreprise. Au niveau des liens qu'on peut avoir avec les tuteurs, ils sont nombreux. On a 2 réunions tutorales par an où on explique au tuteur son rôle, on lui rappelle son rôle au sein de l'entreprise. Son rôle, le rôle de proximité qu'il a aussi avec l'école, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour accompagner le tuteur si le tuteur a des difficultés à comprendre la formation de l'apprenant. On est aussi là pour lui rappeler le calendrier de formation et qu'il y a un temps d'apprentissage à l'école et qu'il y a un temps d'apprentissage en entreprise. Donc les réunions tutorales sont des moments importants, clés d'échange entre la partie pédagogique de l'école et l'entreprise. On a aussi des points qui sont des visites entreprises où on échange avec le tuteur et l'apprenant sur son lieu d'apprentissage qu'est l'entreprise. Et puis, on peut avoir différents points avec le tuteur lorsqu'il s'agit d'aider l'apprenant si l'apprenant a des doutes concernant son projet professionnel ou son projet de formation. Voilà, donc on peut avoir, en général, on a 2 à 3 échanges par an avec le tuteur, mais on peut en avoir plus si besoin. C'est vrai que c'est une fonction importante parce qu'à la fois, on est toujours dans ce schéma-là, finalement, qu'il y a des lieux où on apprend et les lieux où on travaille. Oui. Et la FEST a un peu dépassé cette situation en reconnaissant finalement, enfin, que c'est quand même sur le poste de travail qu'on apprend aussi tout un tas de choses. Et donc cette fonction de tuteur fait un peu le lien entre les deux, entre ces deux mondes qui se côtoient et qui ont parfois du mal à se parler suffisamment. Et donc, qu'est-ce qui, pour vous, facilite cette réussite, fasse en sorte que le mix se passe bien entre le temps à l'école et le temps en entreprise, via finalement cet intermédiaire, j'avais envie de parler de tiers séquent, de médiateur entre l'école et l'entreprise?
Ce qui fait que ça réussit, c'est que le tuteur soit préparé à être tuteur. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a des formations obligatoires quand on accueille un alternant, un apprenti. Mais il faut une structure qui soit prête à accueillir un apprenant et pas un salarié prêt à intervenir tout de suite. Il faut être prêt à accompagner. Les structures RH sont aussi importantes aussi dans le rôle d'expliquer au tuteur ce que c'est qu'un contrat d'alternance, d'expliquer au tuteur le calendrier de l'alternance, parce que le calendrier est important, le fait de respecter le fait qu'il y ait des examens, le fait qu'il y ait des contrôles continus, le fait qu'ils sont là pour apprendre, de rappeler, et il ne faut pas oublier qu'il y a un tuteur pédagogique, parce que c'est un tuteur dont on parle peu, il y a un tuteur à l'école. Il y a un lien entre le tuteur à l'école et le tuteur en entreprise. Plus il va y avoir d'échanges, plus il va y avoir aussi de proximité avec l'apprenant, plus ça réussira. Il est aussi important que lorsque le tuteur fait face à des difficultés, qu'il en parle à l'école. Parce que le tuteur aussi peut avoir des doutes. Il y a des tuteurs qui peuvent regretter d'avoir pris des alternants, ils doivent revenir vers l'école. Donc, plus on a d'échanges sur les difficultés, plus ça sera bénéfique. La difficulté aujourd'hui qu'on rencontre, c'est qu'on a tendance, nous, écoles, à questionner pour savoir s'il y a des problèmes et ça nous remonte difficilement. Or, les jeunes sont parfois aussi difficiles à comprendre. Il est important de les accompagner justement pour soit les convaincre, soit les accompagner dans leurs difficultés. Mais les tuteurs en entreprise sont en général, dans la majorité, l'étude le prouve, sont en général, ils sont contents d'accompagner, donc il y a un vrai bonheur d'aider, d'accompagner dans la montée en compétences des apprenants. Et il est important qu'ils soient formés à accueillir des apprenants. C'est un point important parce que légalement, ils doivent être formés, ils doivent suivre une formation. Mais on remarque que ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un apprenant quand c'est la première fois avant que l'apprenant n'arrive en entreprise. Je me tourne vers Elisabeth maintenant parce que c'est vrai que vous avez pas mal travaillé à la CNP autour de la fonction tutorale. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous avez abordé ce sujet-là, quelle catégorisation vous avez pu faire ou pas des différents profils de tuteurs, missions assignées, et comment vous les accompagnez finalement dans cette mission? Alors effectivement, chez CNP, en fait, on distingue 3 catégories de tuteurs. Donc effectivement, les tuteurs pour les alternants qui rentrent effectivement dans le process légal du contrat, de la formation obligatoire, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, les tuteurs dans le cadre de mobilité forte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une mobilité forte? C'est quand on a vraiment un vrai changement de métier. Exemple, un collaborateur qui est au marketing va partir faire de l'ARH ou de la data. Et donc là, on va mettre en place un tutorat, alors qu'il n'a plus du tout de caractère, je dirais, entre guillemets, obligatoire, mais qui nous semble important pour effectivement suivre le collaborateur dans l'acquisition de ce nouveau métier. Et puis, l'année dernière, on a particulièrement travaillé sur la 3e catégorie, qui est ce qu'on appelle donc les tuteurs au poste de travail, donc dont certains ont participé à l'étude avec Michel. Pourquoi? Parce que cette catégorie-là, on l'avait déjà préidentifiée il y a quelques années, mais c'est vrai qu'on s'en était pas vraiment préoccupé. Et puis l'année dernière, donc on a lancé un gros chantier justement sur les métiers de la relation client, notamment du fait de leur évolution avec la digitalisation et tout ce qui se passe. Et du coup, ça nous a interpellés sur le fait que globalement, quasiment 80% de la formation des métiers de la relation client se faisait sur le tas, se faisait dans les équipes par des tuteurs, des formateurs. Et donc, on s'est aperçu effectivement qu'on avait une fonction de tuteur au poste de travail qui était au final extrêmement développée dans l'entreprise
mais qui restait un peu informel, pas très structuré, parfois pas forcément complètement professionnalisé. Et on s'est dit, c'est quand même important que cette fonction-là, on puisse l'accompagner pour l'aider à transmettre de façon pertinente, efficace, les bonnes connaissances et les bonnes connaissances au bon moment. Du coup, c'est vrai que l'année dernière, on a créé avec les métiers de la relation client, donc ce qu'on a appelé une communauté, la communauté des tuteurs et des formateurs internes, donc que sur les métiers de la relation client. Avec notamment pour objectif de voir comment justement on pouvait concilier à la fois la formation, on va dire, officielle, c'est-à-dire délivrée par le service formation, et puis la formation au poste de travail avec leur contribution en tant que tuteur ou formateur. Donc on a beaucoup travaillé avec eux, voilà, pour essayer de reconstituer, de recréer une offre de formation voilà, qui soit complémentaire, si je puis dire, entre ce qu'ils peuvent faire eux sur le poste et nous, ce qu'on peut faire côté service formation. Oui, parce que autant lorsqu'on accueille un alternant donc, qui débute dans la vie professionnelle, encore que quand on parle d'alternants, certains ont déjà quasiment 5 ans d'ancienneté professionnelle, ils ont fait tout leur parcours en alternance juste après le bac, donc ce sont déjà des professionnels, je dirais pas complètement aguerris, mais pas loin d'être justement autonomes. En revanche, quand on est sur ces mobilités, c'est peut-être plus difficile justement de se faire la part des choses entre une technique à apprendre qui est celle du métier, voilà, que l'on quitte, qu'on abandonne quelque part, et celle qu'on va investir dans un nouveau poste, en même temps qu'on embarque avec soi, Michel parlait de soft skills, de compétences douces, un certain nombre de compétences qui vont être transposables dans ce nouveau poste. Donc comment est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce qu'on essaie de capitaliser sur l'expérience antérieure? Il y a des choses où vous êtes allé explorer dans ces territoires-là? Alors, en fait, on a un référentiel où on a déjà identifié un certain nombre de... Alors, on parle, nous, de compétences comportementales. Ouais. Et en fait, compétences qui sont en fait complètement transverses à tous les métiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a défini un socle de compétences, de soft skills qui est commun à l'ensemble de l'entreprise et qui permet effectivement, quand un collaborateur fait ce type de mobilité forte, déjà de vérifier qu'il a le bon niveau de compétences comportementales qui va lui être nécessaire dans le métier où il va aller. Voilà. Et puis après, bien évidemment, c'est à lui aussi d'ajuster la mise en œuvre de cette compétence parce que voilà, il n'aura pas forcément les mêmes situations, mais à minima, on sait qu'il a effectivement déjà le bagage pour pouvoir le réinvestir ailleurs. Ouais, un exemple qui me vient en tête, et pour l'imager sur des métiers concrets, sur du vécu, c'est entre indemnisation et la vente. Alors, dans un sens ou dans l'autre, par rapport aux compétences de négociation, de pédagogie. Un vendeur vend, ok, mais un sinistre ou une solution d'indemnisation, ça se vend aussi. Ça veut dire que le client, la victime, n'est pas forcément d'accord avec la solution qu'on va mettre en œuvre, qui pourtant est respectueuse à la fois du droit du contrat et puis du code, du droit applicable. Et dans ce cas-là, il faudra expliquer que tel que le constat amiable a été rédigé, tel que la situation voilà, se présente, il est responsable, par exemple, et que dans ce cas-là, voilà, c'est couvert ou ça n'est pas couvert, ou alors c'est couvert, mais il y a une franchise à appliquer, et qu'au final, si on décompte tout, on ne lui doit plus grand-chose. Et donc, va falloir vendre la solution. Et finalement, si on raisonne bien, parce qu'on parlait de soft skills, ou de compétences comportementales, il y a sans doute voilà, des passerelles possibles pour passer de l'un à l'autre, et peut-être éviter aussi de donner le sentiment qu'en allant en formation, on repart de zéro, et qu'on a à réapprendre quelque chose, comme si voilà, les années antérieures passées, depuis 5, 10, 15, 20 ans, finalement, on n'avait rien appris pendant ce temps-là, ou rien qui ne soit utile dans cette nouvelle projection. C'est des choses que vous constatez régulièrement? Alors, peut-être pas régulièrement, mais effectivement, on voit bien cette transposition. Après, c'est vrai que voilà, ça va être un de nos enjeux 2024, de travailler justement sur ces compétences douces ou ces compétences comportementales, plus particulièrement sur les métiers de la relation client, puisqu'effectivement, voilà, c'est un de nos enjeux aussi de développer. Là, je crois qu'il
et pas une entreprise où on ne souhaite pas développer ou améliorer l'expérience client. Voilà, donc ça va être un vrai enjeu cette année. Et effectivement, il va falloir on commence et on a commencé à monter en compétence les équipes, mais il va falloir vraiment qu'on poursuive cet effort. Mais on voit bien aussi que voilà, le relationnel sans la technique, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Voilà, donc il faut arriver à combiner à la fois effectivement la technicité du métier. Et quand on travaille avec les collaborateurs de ces métiers-là, on se rend compte qu'effectivement c'est extrêmement complexe. Voilà, donc, et en même temps, il faut aller voilà, compléter par ses compétences relationnelles, si je puis dire. Donc voilà, il faut vraiment marcher sur les deux jambes en même temps. C'est vrai que ça, c'était une des conclusions d'une étude qu'on a publiée il y a un an, à quelques jours près, sur les métiers en tension et difficultés de recrutement. Donc, dans les constats opérés et les préconisations que l'on pouvait faire, le premier portait sur la formation sur les compétences techniques, où parfois on a pu constater que on avait sans doute surinvesti sur les compétences comportementales, en oubliant un peu la technique, ce qui conduit parfois à avoir des gens qui sourient beaucoup au téléphone, qui sont extrêmement aimables, mais pour raconter n'importe quoi. On était plutôt sur des exemples là de parcours de réussite, que ce soit en interne d'entreprise ou sur un mix alternant entreprise et école. Mais on s'est un peu moins attardé sur les... Enfin, quoi que vous l'avez cité, un peu les fois où ça marche moins bien, on va le dire pudiquement comme ça, parce que à la fois, voilà, on a une génération montante qui n'hésite pas à partir, sans forcément claquer la porte, mais ça m'intéresse pas, je m'y retrouve plus, bah, je vais faire autre chose ailleurs. Il n'y a pas forcément d'ailleurs de point de chute, d'autres points de chute à l'arrivée, mais voilà, ça me plaît pas, je vais faire autre chose. Et en cours de parcours, alors je faisais référence à l'étude sur les métiers en tension, je vois tout le monde qui opine du chef dans la salle. Oui, on parle aussi de phénomène de ghosting, voilà, en français dans le texte. Des gens qui disparaissent d'un parcours, voilà, on les avait au premier entretien, au deuxième ils ne sont pas venus, mais ils n'ont pas prévenu non plus. Comment ça se passe par rapport à ça? Est-ce que vous avez réussi à identifier des profils? Est-ce qu'il y a des moyens voilà, d'anticiper sur ces difficultés à venir, sur ces profils spécifiques? Alors, il y a les élèves qui viennent d'un parcours d'assurance et qui continuent dans le parcours et donc qui connaissent le secteur, et avec cela, on s'attend à avoir moins de défections. Parce qu'effectivement, les assurances, c'est pas sexy, donc c'est compliqué d'attirer. On le voit, nous, avec les cycles comme les ENSA ou les MK, où on prend des élèves qui ont des soft skills et des connaissances et on essaye de les former aux assurances. On arrive de plus en plus difficilement à les attirer vers les assurances. On a ces élèves-là qui vont souvent, les élèves qui connaissent le secteur, vont s'engager dans une licence ou dans un master et puis laisser tomber parce qu'ils estiment qu'ils peuvent trouver un job avec leur BTS qui répond à leurs besoins, qui n'ont plus envie de continuer à étudier. Certains pensent qu'ils en savent déjà pas mal. Et puis, il y a ceux qui intègrent le secteur et qui sont un peu déçus de ce qu'ils ont trouvé. Et alors, c'est difficile parce que le début est difficile. C'est ce qu'on leur explique. Les assurances, c'est d'abord un contrat. Donc, c'est pas facile. Donc, on leur explique que le début est difficile. Donc, il y a les déçus soit les déçus des formations, ou du secteur ou de l'alternance. Et puis, il y a des difficultés qui viennent des entreprises. Lorsque les entreprises il y a des entreprises qui ne sont pas préparées à intégrer des alternants. Nous, on a déjà vécu des situations où on a des tuteurs qui nous expliquaient qu'ils ont hérité de l'alternant parce qu'il y a eu soit un départ en congé maternité, soit un départ de tuteur, et comme l'apprenant arrivait, il fallait bien l'affecter à quelqu'un, donc il s'est retrouvé dans ce service. Donc ça, c'est des situations un peu difficiles qui peuvent bien se gérer avec les départements ressources humaines qui accompagnent. On peut voir des changements de service, on peut voir des changements de tuteurs. Et puis, il y a parfois, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, la mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un alternant, où on leur demande tout de suite beaucoup de choses, on ne les laisse pas atterrir, on leur demande beaucoup de choses, et du coup, quelque part, peut-être avec... tout ce qui facilite aujourd'hui les contrats d'apprentissage fait que certains alternants ont remplacé des CDD. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit.
malheureusement nous de plus en plus, où les alternants se sentent en difficulté et ne sont pas en entreprise en train d'apprendre, mais remplacent un salarié. Alors, ils sont plus nombreux à laisser tomber. Ça, c'est un constat. Est-ce que c'est générationnel? Peut-être. Est-ce que c'est la rupture à l'amiable? Peut-être. Est-ce que c'est la facilité de saisir le médiateur de l'alternance? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très facile, alors qu'avant, il fallait écrire, faire des courriers, des recommandés. Peut-être, mais effectivement, on a de plus en plus de jeunes qui changent d'avis facilement. Oui, parce qu'en même temps, on a aussi le sentiment, j'étais un peu surpris de ce que vous disiez, c'est des alternants qui s'arrêtent au BTS ou à licence, qu'on a aussi le sentiment parfois, sur la génération montante, il y a une certaine forme de peur à aller dans le grand bain, à se lancer complètement dans la vie active, en laissant l'école, finalement, en coupant le cordon ombilical avec l'école, voilà, pour vivre sa vie. Et il y a une espèce de fuite en avant qu'on constate parfois, où après le BTS, on fait la licence, on fait le M1 et le M2, voire on fait un deuxième master. Vous avez cité voilà, 2 cycles spécifiques, sont un peu des cycles ELSA, MK, sont des cycles, pour préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas ce cycle-là, c'est l'occasion de faire un peu de publicité. C'est un cycle qui s'adresse à des personnes qui sont déjà, vous me dites si je me trompe, hein, je révise en même temps, qui sont déjà titulaires d'un master, mais qui ne trouvent pas d'emploi et qui finalement travaillent chez Pôle emploi. Enfin, Steve Jobs, hein, le français. Et qui du coup, à un moment donné, dans le cadre d'un accord qui a été passé avec Pôle emploi, on fait une présentation du secteur de l'assurance, de ses métiers, des opportunités qu'il recèle, et puis on essaie d'en récupérer quelques-uns, et pour leur faire suivre le master de l'ENAS, mais dans un cycle raccourci, en 1 an, avec pas tout le programme parce que ils ont déjà un master, donc on leur demande pas de refaire un mémoire, mais il y a un certain nombre de cours qui leur sont dispensés. Et là, je parle à titre personnel parce que ça fait quand même un paquet d'années que je suis dans les jurys de soutenance et de candidature de ces cycles-là, et je suis toujours surpris de la qualité des personnes qui se présentent. Alors, on a du mal à les attraper parce que l'assurance, effectivement, souffre toujours d'un problème d'attractivité, mais ceux qui viennent, à la fois sont motivés, doublement motivés parce qu'on leur a tendu la main et on leur a donné la possibilité, alors qu'ils étaient au chômage, d'apprendre un métier et de trouver un emploi et d'appartenir à un réseau. Aussi, c'est aussi un réseau d'alumni qui est important dans la profession. Et donc, on a des profils qui sont quand même assez exceptionnels. Et qui ont des soft skills très intéressants. C'est aussi... Donc, la double compétence. Ils ont des soft skills intéressants. On leur donne les hard skills dont on parlait tout à l'heure. Ils sont tutorés en entreprise, ils sont en alternance, ils sont accompagnés vers la réussite et ils réussissent. Est-ce que côté CNP, il y a de gros différentiels identifiés, ou pas peut-être d'ailleurs, entre les alternants primo-entrants, j'ai envie de dire, qui débutent véritablement dans la vie active au sortir de l'école, et puis cette espèce de catégorie intermédiaire d'alternants au long terme versus des collaborateurs qui sont sur une mobilité forte, comme celle que tu donnais l'exemple tout à l'heure. Je dirais que pour nous, c'est quand même entre l'alternant qui arrivent ou ceux qui restent parfois des contrats de 2 ans. C'est vraiment une population à part entière pour nous, qui est très très différente effectivement de la population qu'on peut avoir sur des collaborateurs qui vont faire des mobilités fortes et qui vont être tutorés. Pour nous, c'est vraiment passer deux types de populations très très différentes. Et en termes d'accompagnement des tuteurs, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions supplémentaires sur la manière dont vous les sélectionnez, vous les accompagnez, vous les formez, vous leur permettez, je parlais de communauté. Oui. Alors, plutôt sur les tuteurs au poste. Ouais. Là, effectivement, l'année dernière, vraiment, on a travaillé avec cette communauté qui représente encore aujourd'hui 50 à 60 personnes, ce qui est pas négligeable. Et c'est vrai on souhaite en tout cas, et c'est les objectifs qu'on se fixe notamment pour l'année prochaine, de vraiment être beaucoup plus en professionnalisation de ces tuteurs au poste,
de façon effectivement à s'assurer qu'ils aient bien les bonnes compétences pédagogiques pour pouvoir vraiment transmettre le savoir. On souhaite également, parce qu'on s'est aperçu que certains pouvaient tutorer ou former peut-être 2 jours par an et puis d'autres une semaine par mois, donc on n'est pas du tout sur les mêmes types ou sur les mêmes logiques. Donc on a aussi souhaité clarifier un certain nombre de critères pour dire qui en fait est vraiment tuteur au poste et qui ne l'est pas. Donc on a précisé une durée de mission tutorale, parce que 2 heures, je sais pas moi, 2 heures tous les mois, c'est bien, c'est de l'aide et de l'accompagnement au poste, mais c'est pas ce qu'on entend par du tutorat. Et puis surtout, alors, on va aussi, entre guillemets, rendre obligatoire la formation à la fonction tutorale pour l'ensemble de ces personnes-là. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors certains l'ont fait, mais d'autres, effectivement, ne l'ont pas fait. Et sont un peu comme M. Jourdain, hein, font du tutorat sans le savoir. Enfin, voilà. En même temps, on va préciser, voilà, et structurer, professionnaliser, particulièrement sur les tuteurs au poste, puisque sur les autres, ça tourne. En fait, on a des process qui fonctionnent. Parce qu'une dimension qu'on a peut-être tendance à oublier ou mettre de côté, c'est que voilà, dans la logique du métier, il y a le temps pour apprendre son métier, le temps pour l'exercer et le temps pour le transmettre. Oui. Et c'est vrai que cette dimension de la transmission du métier, des gestes, des savoirs, des compétences, de ce qui n'est pas forcément écrit voilà, dans un programme formel, ça fait aussi partie du métier et de la transmission intergénérationnelle. Donc c'est une dimension peut-être qui est peut-être à réactiver dans les cultures d'entreprise. Mais qui suppose effectivement cette compétence pédagogique que tout le monde n'a pas. Hein. C'est pas parce qu'on est expert qu'on est pédagogue. Et oui, c'est un peu la difficulté. Voilà. Ouais, il y a des choses que l'on apprend, mais il y a des appétences particulières. Je crois qu'il y a 2 grands domaines justement où ça y est, peut-être entre l'acquis et l'inné, c'est pas toujours évident de faire la part des choses, mais enseigner au sens large, c'est-à-dire transmettre des savoirs et puis vendre. Et les 2 sont peut-être liés d'ailleurs, parce que si on n'a pas envie de transmettre, l'autre aura peut-être plus de difficultés à recevoir. Et je pense que ça, on peut prendre des cours de pédagogie, des cours de technique de vente. Il y a beaucoup de manuels, mais il n'y a pas de martingale universelle. Et voilà, je crois que c'est dans la particularité de chacun d'avoir cette capacité à se faire entendre de l'autre, à le convaincre et à lui faire adhérer à ce qu'on est en train de dire. Donc, je suis rassuré, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Je pense que dans certaines entreprises, il y a des parcours nous, on observe des parcours de l'alternance, c'est-à-dire des alternants qui vont, pendant une semaine, faire des découvertes de services, se retrouver autour d'un cocktail d'accueil, par exemple, où les tuteurs vont aussi se rencontrer. Parce que parfois, il y a des tuteurs qui n'identifient pas d'autres tuteurs. Et il est important de faire rencontrer les tuteurs entre eux pour échanger les bonnes pratiques et peut-être aussi échanger sur certaines difficultés, parce que tous les alternants ne sont pas faciles aussi à gérer. Il peut y avoir des difficultés. Certains tuteurs peuvent avoir plus d'expérience que d'autres et apporter leur aide en interne. Et je pense que ces échanges au sein d'une même entreprise sur les pratiques tutorales sont importantes quand le volume de tuteurs le permet. Si effectivement on essaie de favoriser des communautés professionnelles pour échanger sur les difficultés du quotidien, et si, je reviens à ce qu'on disait juste avant, transmettre son métier fait partie du métier, dans ce cas-là, partager aussi sur la manière dont on peut transmettre son métier en tant que tuteur, cette fois-ci en tant que passeur de relais, quelque chose qui peut être intéressant à voir avec une communauté de tuteurs. Je vois l'heure qui tourne. Je n'avais pas vu de questions en ligne. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Profitez-en, nos invités sont là. Philippe, je vais essayer de répéter un peu la question parce que le micro est ici. Et pour les personnes qui sont à distance, donc si je synthétise un peu, tu me diras si je me trompe, c'est la place du manager versus le tuteur dans l'accompagnement des nouveaux arrivants sur un poste. Ouais. Voilà, que ce soit dans le cas d'une mobilité interne ou d'un recrutement externe dans la prise de poste. Mesdames, ce sont vraiment 2 rôles distincts. Il y a vraiment le tuteur qui va se préoccuper du parcours d'apprentissage, du parcours de développement de compétences,
qui inclut bien évidemment à certains moments une évaluation pour vérifier qu'il y a bien la montée en compétences qu'on attend. Et puis il y a effectivement le manager qui lui, bien évidemment, suit, pilote, supervise un peu tout ça. Il va notamment créer les conditions pour que, je dirais, à la fois le tuteur ait le temps nécessaire pour transférer son expertise et que le collaborateur ou le tutoré ait également le temps, puisque voilà, le temps d'apprentissage, c'est bien, mais c'est pas du temps de production. Donc ça veut dire qu'il faut que, je dirais, les objectifs, ou en tout cas les attendus en termes de production, soient un peu allégés pour permettre aux gens de véritablement se consacrer à l'apprentissage. Mais c'est vraiment 2 rôles distincts, et effectivement avec des temps tripartites, si je puis dire, où on va faire le point sur où en est l'apprenant, voilà, quel est le retour du tuteur sur la montée en compétences, et voilà, et comment le manager peut aussi derrière peut-être redéfinir des objectifs à ce moment-là qui sont des objectifs voilà, de développement, mais c'est vraiment 2 fonctions différentes. Et je pense que c'est important. Pour ceux qui sont à distance, qui auraient peut-être eu du mal à entendre, oui, voilà, il y a parfois une confusion entre le rôle du manager et le rôle du tuteur. Il serait que la position hiérarchique peut créer une confusion. Et finalement, c'est vrai que de ne pas être en position hiérarchique peut faciliter la fluidité des échanges et la transparence des échanges avec un nouvel arrivant. Il y avait une autre question derrière. Les questions portent sur est-ce qu'il y a une liste des soft skills. Dans l'étude, on donne des références par rapport aux différentes catégorisations qui existent justement des soft skills. Donc il y en a pléthore. On peut les appeler aussi en bon français des compétences douces. Ce que l'on comprend, c'est effectivement il y a les compétences techniques de métier, et puis il y a, j'ai envie de dire, ce qu'on met autour. On va dire la sauce, si on parlait de cuisine, la sauce qui va autour et qui finalement donne au plat tout son fumet. Donc c'est la manière de faire les choses qui permet d'arriver au résultat escompté. Et ce n'est pas uniquement une maîtrise technique. Je donnais 2 exemples, l'indemnisation sur l'indemnisation et puis sur la vente. La bonne manière de faire passer, de vendre une solution, que ce soit une solution de souscription ou une solution d'indemnisation, ça repose aussi et beaucoup sur la manière de faire, de dire les choses, de les expliquer avec pédagogie pour faire en sorte que le client comprenne ce qu'on lui explique. Mais comment peut-on s'assurer que finalement le tuteur dispose bien de tout le bagage, tous les outils nécessaires pour accomplir sa mission? Le tuteur doit participer au recrutement de l'apprenant. Le recrutement de l'apprenant est un moment où le tuteur doit être présent. Il peut y avoir un pré-recrutement des services RH, des équipes, etc. Mais parfois, il y a des tuteurs qui découvrent leur apprenant ou des apprenants qui découvrent leur tuteur le 1er septembre. Ça peut être désagréable pour tout le monde. Donc, il est important, et c'est quelque chose... nous, on voit parfois des apprenants, des alternants, des apprentis apprendre le nom de leur tuteur sur un CERFA. Donc, c'est des pratiques, ça se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une tension qui fait qu'on recrute il faut être le premier à faire une offre, à signer, etc. Donc, il est important de faire participer le tuteur au recrutement de son apprenant, de la personne avec qui il va passer 12 mois ou 24 mois parfois. C'est quelque chose vraiment de très important. Et que le tuteur lui-même se prépare à être tuteur. Parce que parfois, le tuteur rentre de congé le 31 août et il y a un alternant qui arrive au 1er septembre. Donc, l'alternant, parfois, arrive et on ne sait même pas où il va s'asseoir, connaît mal il ne sait même pas à quelle heure il commence, à quelle heure il finit, etc., ni les missions qu'il va avoir. Donc, il doit y avoir une préparation du tuteur à être tuteur. C'est pour ça que je pense que la partie être volontaire pour être tuteur, d'établir une fiche de poste. Alors, l'ENAST demande maintenant les fiches de poste à chaque fois qu'on a une demande, avez-vous des alternants? Il nous faut des fiches de poste. Il faut des fiches de poste pour nous assurer que l'alternant arrive dans une alternance, donc qu'il y ait des missions, qu'on sache où il va arriver. Et c'est quelque chose qui va beaucoup conditionner la réussite de l'apprentissage. C'est aussi important pour le tuteur que pour l'alternant.
Une dernière question. Lorsqu'il s'agit d'une personne qui souffre d'un handicap, est-ce que l'on prend en compte ce handicap et de quelle manière on prépare le tuteur à cette situation particulière? Alors, à la fois le tuteur, d'ailleurs, et l'alternant dans le cas de figure. Rappelant, si ma mémoire est bonne, que la part des alternants handicapés recrutés dans le secteur de l'assurance est de 1,2%. Ce qui est très faible. On ne va pas refaire le débat de la CPPNI d'il y a 15 jours, mais voilà, qui demeure un pourcentage relativement marginal dans la mesure où le handicap survient aussi principalement tout au long de la vie et moins au début, et que les retours qu'on pouvait avoir, notamment via les écoles, les alternants hésitent, freinent, ont plutôt tendance à freiner sur le fait de révéler leur handicap, alors même que la majorité des handicaps sont non visibles. Oui, mais quand on a un alternant en situation de handicap, à l'ENAS, on a sur 250 élèves tous les ans à peu près entre 5 et 10 élèves qui peuvent être en situation de handicap, différents handicaps, visibles ou pas. On porte une vigilance particulière, on travaille, je ne veux pas dire presque avec les mêmes entreprises ou les mêmes services. On se fait aussi accompagner dans l'insertion professionnelle avec votre département, le CRM de Cathy pour l'insertion professionnelle. On est très vigilant dans le comment ça se passe pour que justement ça se passe au mieux. Et ça, dans 100% de cas, on n'a pas de problème, mais parce que c'est extrêmement bien préparé. Quand on est au courant nous-mêmes de le handicap, parce que parfois on ne le sait pas.